Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Aujourd'hui, nous retrouvons notre président, le fondateur d'Omerta, Charles Danjou, depuis Moscou. Привет, Charles! Привет, Aïcha. Как дела? Bonjour à tous. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. On profite de ta présence à Moscou, Charles, pour faire un point sur l'actualité dans ce conflit russo-ukrainien. Tu as quitté le front il n'y a pas très longtemps de cela. Malgré les négociations de paix, est-ce que tu as pu constater une activité toujours aussi dense sur le terrain? Effectivement, quand les négociations de paix entre Trump, Poutine et Zelensky ont démarré, on était tous à Paris, on s'est posé la question de savoir si ça allait figer les opérations sur le front, si les combats allaient diminuer d'intensité. On a souhaité donc retourner sur divers secteurs de la première ligne dans l'est de l'Ukraine pour voir un peu quel était l'état de la situation. Lorsque nous sommes arrivés pour travailler, eh bien, nous avons pu constater que ces négociations n'avaient finalement pas changé grand-chose sur le terrain. Les politiques parlent en Arabie Saoudite, à Washington, à Moscou ou à Kiev, mais sur le terrain, le quotidien des soldats, c'est une guerre qui, on peut le dire d'ailleurs, quasiment a redoublé d'intensité sur certains secteurs, puisque les Russes font pression en ce moment sur trois secteurs principaux. Le premier, c'est celui de Kursk, qu'on connaît puisque le dernier reportage réalisé au mois de décembre eh bien, était dans cette région de Kursk, à proximité de Soudzha, avec une unité de dronistes français au sein de l'armée russe. Le deuxième, c'est celui de Zaporizhzhia, au sud du pays, où les Russes ont lancé une offensive il y a 2 semaines. Et celui où nous sommes rendus eh bien, il y a quelques semaines, il y a encore quelques jours, c'est celui du Donbass, avec la ville de Tchassiviar, qui est la ville située à proximité de Bakhmout. Bakhmout, c'est la ville bien connue, mondialement connue d'ailleurs, puisqu'elle a été conquise par Wagner en mai-juin 2023. Et là aussi, les Russes sont à l'offensive. Donc, cette guerre, vue du terrain, elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas diminué d'intensité. Au contraire, elle a redoublé. Et les Russes font tout ce qu'ils peuvent en ce moment pour conquérir le maximum de terrain possible. Tu évoquais une intensification des combats dans ce secteur de Bakhmout-Chassiviar. Comment est-ce que tu l'expliques malgré les négociations de paix en cours? Pour dire la vérité à nos auditeurs, c'est que vu du terrain, en fait, il faut bien dire qu'on n'a pas le sentiment que ni les Ukrainiens ni les Russes ne veuillent arrêter cette guerre. Euh, pour eux, le travail reste encore à accomplir. Les Russes veulent anéantir l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne veut résister le plus possible aux Russes, voire même veut reprendre, à écouter certains commentateurs, certains militaires veulent reprendre les territoires perdus du Donbass, veulent reprendre la Crimée. Et donc, cette lutte à mort à laquelle on assiste depuis 3 ans, finalement, si on dit clairement les choses, elle est souhaitée par les belligérants sur le terrain. Et puis aussi, je pense que aucun des deux pays n'a intérêt à ce que ça s'arrête trop rapidement. Les Russes, parce que cette guerre a profondément modifié les rapports géopolitiques, la place de la Russie dans le monde. Elle a permis à la Russie de se construire de nouvelles alliances, de s'ouvrir de nouveaux débouchés économiques, énergétiques. Et puis du côté ukrainien, c'est une guerre qui a aussi, comment dire, conforté l'emprise du pouvoir du président Zelensky, qui a mis cet État ukrainien qui était déjà quasiment en banqueroute et complètement perfusé par le Fonds monétaire international avant-guerre, sous la perfusion des pays européens, sous la perfusion des États-Unis. Et donc, je pense aussi que du côté ukrainien, si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, si la guerre s'arrêtait trop vite, ce serait aussi, il y aurait aussi un goût d'inachevé. Et je pense que côté ukrainien aussi, ça n'arrange pas tellement le président Zelensky que ça s'arrête trop vite. Charles, quid du moral des soldats? Alors nous, on a passé là 2 semaines au sein d'une unité russe, avec des Ukrainiens évidemment en face, puisqu'on était en première ligne sur le secteur de Bakhmout. Alors rapidement, côté ukrainien, puisqu'on ne les a pas vus dire, on n'a pas vu les soldats ukrainiens directement, par contre on a vu les drones que les soldats ukrainiens envoyaient sur le secteur où nous étions, et on peut dire que
peut dire que Et puis on a aussi le retour des soldats russes, évidemment, qui nous ont raconté. Et les Ukrainiens en tout cas sur ce secteur, sont pas du tout près de lâcher. Autant dans le secteur de course qu'ils ont été obligés de reculer d'abord parce qu'il y a eu l'arrêt du renseignement américain pendant quelques jours, ce qui a permis aux Russes de lancer des offensives euh, comment dire, assez fructueuses et de récupérer la majeure partie du terrain prise par l'armée ukrainienne en août 2024. Mais donc, dans le secteur de course, les Ukrainiens sont à la peine et sont en train de faire retraite. Autant dans le secteur de Bakhmut et de Chassivyar, là, les Ukrainiens sont cramponnés sur une ligne de défense qui est préparée depuis 2015, qui est en fait la deuxième ligne de défense ukrainienne dans le Donbass. La ville de Chassivyar, c'est l'équivalent de Bakhmut en un peu plus petit. Et les Ukrainiens, ils sont, d'abord très bien retranchés. Ils ont des positions défensives comme à Bakhmut qui sont très bien préparées, comme à Avdiivka, avec tout un réseau de bunkers, de tranchées qui ont été conçus vraiment à l'occidental pour résister un maximum aux Russes. Et puis aussi, on l'a constaté, ils ont, en termes d'équipement, et notamment de drones d'observation, de drones kamikazes, de drones largueurs d'engins, ils sont effectivement suréquipés, ce qui leur permet, bien qu'ayant un déficit en artillerie et en blindés, eh bien de résister aux Russes parce que, on y reviendra peut-être, mais euh, la, la, la maîtrise et la disponibilité en grande quantité de drones kamikazes, eh bien, elle anesthésie cette guerre en fait et elle rend les opérations, que ce soit les assauts d'infanterie, de blindés, inexistants ou en tout cas beaucoup plus difficiles et beaucoup plus longs qu'avant. Charles, d'ailleurs, pendant ce tournage, tu as été pris pour cible par un drone. Effectivement, dans ce reportage, dans ce reportage qu'on a réalisé à Bakhmut, euh, la menace principale, c'est celle dont je viens de parler, c'est celle des drones, puisque aujourd'hui, quand vous allez dans une ville comme Bakhmut ou comme Soledar, vous constatez que ce sont des villes qui sont fantômes, qui sont désertes. Les soldats n'ont pas disparu, ils sont toujours là, mais ils sont l'essentiel de la journée cachés dans des caves, cachés dans des immeubles, parce que toute la journée, toutes les 5 minutes, vous avez un drone qui traverse l'axe où vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, toutes les unités sont mises de petits détecteurs de drones, donc vous savez à peu près repérer ce qui vole autour de vous, de quel drone il s'agit, à quelle distance il est, mais ce détecteur, quand vous l'avez sur vous, et il est indispensable, eh bien, il bip toutes les 5 minutes. Et donc, pour réaliser ce reportage, première ligne, les loups attaquent, eh bien, il nous a fallu effectivement slalomer entre les immeubles et prendre des pauses parfois qui ont paru parfois assez interminables parce que tous les 200 mètres, vous avez une alerte de drone. Toutes les 5 minutes, vous avez une alerte de drone qui retentit. Et donc, vous êtes obligé tout simplement de disparaître, de vous cacher dans des immeubles, dans des caves, dans des bois quand vous êtes un peu à l'extérieur. Parce qu'en fait, ces drones sont omniprésents. Et deux, la maniabilité de ces drones fait que ils peuvent vous y viser quasiment à 10 centimètres près si le pilote est correctement formé. En fait, vous êtes une cible parfaite, vous êtes une cible très facilement accessible. Et donc, le meilleur moyen de se protéger d'un drone, c'est qu'il ne vous voit pas. Et donc, ces conditions de tournage étaient assez particulières. Et pour répondre à ta question précédente, pour finir d'y répondre, les soldats russes, eux aussi, ont le moral puisque ils ont connu des succès assez significatifs. On parle de grignotage russe, c'est vrai sur l'ensemble de la ligne de front. C'est particulièrement vrai, c'est plus que du grignotage dans la région de Kursk, où ils ont eu des succès avec des attaques qui, à mon avis, font date dans l'histoire militaire. On pense à cette attaque, cette pénétration par le gazoduc à proximité de Soudja, qui a permis aux Russes de prendre les Ukrainiens à revers et de libérer cette ville de Soudja. Voilà, donc les Russes aussi sont le moral. Il faut dire aussi qu'ils sont bien équipés. Quand on est allé, on avait vraiment, que ce soit les blindés, pour qui malgré tout c'est plus compliqué de travailler, mais la disponibilité des blindés, des pièces d'artillerie, des obus nord-coréens, russes,
des volontaires aussi. Les Russes ont largement de quoi continuer la guerre et ils en ont surtout la volonté, puisqu'aujourd'hui, ils considèrent que pour eux, leur mission est inachevée et qu'ils doivent libérer encore un certain nombre de régions avant de pouvoir envisager signer une paix quelconque. Charles, tu rentres donc avec ce reportage, première ligne. Est-ce que tu peux expliquer, raconter à nos abonnés Omerta ce qu'on peut trouver dans ce reportage-là? Alors, ce reportage, il fait un peu le bilan de ce qu'on vient des sujets qu'on vient aborder, c'est-à-dire où en sont les opérations militaires sur le terrain. On a donc réintégré la brigade des loups que nous avions suivie pour un reportage sur les troupes de Wagner, les ex-Wagner qui ont été recyclés dans un certain nombre de brigades, dont la brigade des loups. On a donc retourné dans cette brigade et on a suivi cette brigade sur le front nord de Bakhmout. Et effectivement, on suit le quotidien de ces soldats pour qui la guerre s'est transformée, puisque quand on a commencé à les filmer il y a un an et demi, 2 ans, eh bien, la guerre finalement était intense, mais elle était plus simple. Aujourd'hui, on voit vraiment ces soldats en train d'évoluer, en train de s'adapter, que ce soit dans l'offensive ou dans la défensive, à cette menace des drones. On voit aussi les nouveaux arrivés, les nouveaux volontaires, les gamins de 22 ans qui viennent de s'engager. On voit aussi les ex-dollars qui ont rejoint la brigade. Enfin voilà, ça fait un point complet de cette guerre sur un des points du front qui est un des plus chauds, celui de Bakhmout et de Chassiviar. Et ce reportage est particulièrement intense. Je suis vraiment content qu'on ait pu le réaliser dans ces conditions. C'est pour moi un des meilleurs reportages d'Omerta que nos auditeurs peuvent évidemment retrouver, comme tous les reportages, sur notre application mobile Omerta dès maintenant. Meilleur reportage, parce que premier reportage en tant que réalisateur de Charles d'Anjou, de toi, patron. Oui, ces premiers reportages, je suis petit patron de médias, patron de petits médias, mais je voulais m'essayer un petit peu à la réalisation pour voir ce que ça donnait et pour mettre un peu la main à la pâte parce que comment dire, nous avons des objectifs de production ambitieux chez Omerta en termes de documentaires et de grands reportages. Et donc, effectivement, j'ai pu le réaliser avec notamment toi à mes côtés. On a fait du très bon travail. Et encore une fois, c'est vraiment l'ADN d'Omerta parce que les endroits dans lesquels on se rend, toi, tu as l'habitude de dire qu'on va toujours chez le diable ou chez le méchant. Mais là, c'est vrai. Personne ne ramène ces images côté russe, des combats, des unités russes, du quotidien de l'armée russe, de ceux qui font la guerre. L'essentiel de cette guerre elle est couverte du côté ukrainien. Et les images côté russe, vraiment en immersion, comme on l'a fait pendant 2 semaines, il n'y en a quasiment pas. Je sais que ça passionne les gens parce que les gens veulent comprendre le point de vue des Russes, veulent comprendre ce qui se passe du côté de la Russie, si tout ce qu'on raconte sur Moscou, mais aussi sur le terrain, sur l'état des forces russes est vrai. Eh bien, en regardant nos reportages, nos amis abonnés eh bien, peuvent se faire une idée de la réalité des choses en se basant uniquement sur les faits que nous, on s'attache à rapporter régulièrement maintenant. Pas que de la Russie et de l'Ukraine d'ailleurs, puisque toi, tu as fait un reportage, tu as été tourné en Syrie au moment de la prise de Damas par le HTS. Ça aussi, aucun média ne l'a réalisé. Tu as réalisé quasiment un 52 minutes sur le sujet que nos auditeurs peuvent retrouver sur Omerta. Tu as aussi réalisé avec Régis Le Sommier un documentaire exceptionnel en Afghanistan. On a traité de bien d'autres problématiques internationales. Il faut dire que nous sommes sur une niche parce que je pense que nous sommes quasiment les seuls à pouvoir le faire depuis quasiment 3 ans. Charles, nos abonnés de la chaîne YouTube peut-être ne savent pas qu'on a une application. Et souvent, ils peut-être estiment à tort que nos reportages sont les courts extraits qu'on diffuse sur la chaîne YouTube. Peut-être est-ce le moment là de rappeler qu'on a une application mobile et qu'on y trouve tous nos documentaires. Absolument. Quand nous avons lancé Omerta, nous avons lancé une application mobile. Sur cette application mobile, qui est téléchargeable gratuitement,
sur Google Play, Apple Store ou sur le site internet www.omertamedia.fr, eh bien, nos abonnés peuvent retrouver l'intégralité des productions qu'ils ne trouveront jamais sur YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est les productions d'Omerta? Évidemment, c'est d'abord les documentaires et les reportages, les 26 minutes, les 52 minutes, sur des sujets nationaux, internationaux. Tout ça, ça se retrouve, ça se visionne à partir de l'application. C'est du contenu exclusif qui est réservé aux gens qui franchissent le pas de nous soutenir. C'est 4,99 € par mois sans engagement. Et pour ce prix, vous pouvez donc retrouver plus de 50 documentaires qu'on ne mettra jamais sur YouTube, à quelques rares exceptions quand on franchit une barre symbolique d'abonnés sur YouTube. On décide parfois de faire un cadeau à nos amis, nos abonnés YouTube en diffusant un reportage, mais c'est vraiment exceptionnel. 95% des reportages ne seront jamais diffusés sur YouTube et ils ne sont que sur cette application. Sur cette application, on retrouve aussi nos émissions spéciales comme les émissions Zone Rouge. Il y a d'autres émissions qui arrivent très bientôt, dont tu t'occupes, Aïcha, qui arrivent très bientôt. C'est les émissions spéciales qu'on ne retrouve aussi que sur l'application Amerta. Et puis, en plus de ce contenu hebdomadaire, de documentaires, de nouveaux reportages et d'émissions, eh bien, on a un contenu aussi écrit, puisque chaque jour, c'est plus de 10 décryptages, plus de 10 analyses écrites que nos abonnés à l'application peuvent retrouver aussi en exclusivité sur leur téléphone portable, sur leur tablette ou sur leur ordinateur. Voilà, donc cette application, on vient de sortir une nouvelle version il y a 2 mois. Elle est très bien faite, elle est, il faut dire, très bien réalisée, très agréable, très facile d'utilisation. Et surtout, euh, les, nos amis qui font le pas de s'abonner pour 4,99 € par mois ou pour 2 € d'ailleurs pour les étudiants, puisqu'on a un tarif étudiant, eh bien, ils nous permettent de continuer notre travail, puisque, faut-il le rappeler, Omerta n'est pas un média subventionné. Omerta, c'est une entreprise qui ne vit que parce qu'elle a des gens qui lui font confiance et qui l'aident en achetant ses contenus, ses productions. Si nous n'avions pas, et je le dis, c'est très important à nos abonnés YouTube, si nous n'avions pas d'abonnés payants à cette application, nous, Omerta ne pourrait pas exister, tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui le peuvent, et je les en remercie par avance, vous abonner à l'application d'Omerta, c'est vraiment nous soutenir et nous permettre de nous développer, puisqu'aujourd'hui, on est en Ukraine, on est en Russie, mais il y a bien d'autres sujets à traiter partout dans le monde. Il y a des sujets passionnants de géopolitique, aussi des sujets nationaux, des sujets sociétaux que nous aimerions traiter. Pour ça, nous avons besoin de nous développer. Omerta, c'est une petite structure, une petite équipe de journalistes commando, comme j'aime à le dire. Mais pour faire plus, il faut que l'équipe puisse grandir, il faut que cette entreprise, ce média puisse se développer. Et donc, nous avons besoin de votre soutien. Mais en contrepartie, vous avez des documentaires, des reportages, des décryptages, des émissions vraiment de toute première qualité. Et je m'y engage, vous ne serez pas déçus si vous vous abonnez à cette application. Charles, tu es actuellement à Moscou. Est-ce qu'il y a d'autres tournages, d'autres documentaires prévus sur cette ligne de front? Absolument, le documentaire qui vient de sortir à Première Ligne et Loattaque, ce n'est que le premier d'une série qui va emmener nos abonnés applications eh bien, sur différents secteurs de la ligne de front, des secteurs sur lesquels nous sommes déjà allés, des secteurs sur lesquels nous ne sommes jamais allés, et dans des unités aussi avec des spécialités que nous n'avons jamais rapportées, avec lesquelles nous n'avons jamais travaillé. Et nous avons eh bien, au moins 4 tournages encore en Ukraine avant l'été, qui, comme d'habitude, ce qui concerne Omerta, permettront de ramener des images du contenu exclusif et aussi des clés de compréhension pour que nos abonnés puissent eh bien, comprendre ce qui se joue en Ukraine et en Russie d'ailleurs. Mais je précise aussi que nos abonnés à l'application auront le plaisir de retrouver les membres de l'équipe de Merta sur d'autres thématiques dans d'autres pays. Régis Le Sommier part la semaine prochaine en Roumanie pour un grand documentaire
sur la droite conservatrice roumaine qui est lancée dans une bataille électorale pour remporter la présidentielle et qui a contre elle une partie de l'establishment de l'Union européenne. On a aussi d'ailleurs un documentaire sur les exorcistes, les prêtres exorcistes qui sort bientôt sur l'application. On a bien d'autres documentaires qui arrivent d'ici l'été sur les thématiques nationales ou internationales. Et donc, toute l'équipe, je l'assure à nos abonnés, est à pied d'œuvre pour vous ramener des documentaires de très grande qualité et que les autres médias ne vous proposeront pas. Merci Charles. Mais merci à toi, Isha. Merci à nos abonnés YouTube, dont le soutien est très important. Et pour ceux qui le peuvent, évidemment, passer de YouTube à l'application mobile. Téléchargez-la, déjà, c'est gratuit, il faut le dire. Téléchargement de l'application, c'est gratuit. Vous pouvez tous la télécharger. Pour ceux qui le peuvent, abonnez-vous pour avoir accès à nos contenus exclusifs parce que, eh bien, sans votre soutien actif, engagé, eh bien, Omerta ne pourrait pas se développer, ne pourrait pas exister tout simplement. Donc, on compte sur vous, on compte sur vous et bien sûr, vous pouvez compter sur nous sur le terrain en France et à l'étranger. À très bientôt. À bientôt.